Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Lâchons mon art de goupil pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, et ici je vais te parler de la C80 et de la C400, donc je vais faire un petit peu comme d'habitude, ce n'est pas un test, je vais parler des caractéristiques ici, et pourquoi ce sont deux très bonnes caméras qui vont un petit peu se différencier avec leur segmentation de gamme, puisqu'on a le même capteur, donc il y a des choses qui seront un peu mieux dans la C400, et éventuellement après dans une version un petit peu plus évoluée de la C400, et on en aura un peu moins dans la C80, et je vais aussi te dire pourquoi pour moi ça n'annule pas le R5 Mark II et pourquoi je l'adore, hein. J'ai déjà pris plein d'images avec et le test arrivera bientôt, et donc je pourrais un petit peu parler des choses que par exemple le R5 Mark II fait et que la C80 et que la C400 ne fait pas, et on verra ça du coup dans les caractéristiques parce que je pourrais projeter moi ce que je sais du R5 Mark II. Donc lorsqu'on regarde ici sur le site Canon, donc on va aller sur la page officielle à la fois de la C80 et de la C400, et du coup on va regarder les prix. Voilà, donc la C80 elle est à 5949 et la C400 elle est à 8598, donc on a à peu près un ratio de 2500 €, enfin 2600 € même de différence, donc même voire même un petit peu plus, 2650 voire un petit peu moins, donc voilà, ça fera un petit peu réfléchir. Cependant moi j'ai une petite réserve quand même sur la taille du boîtier de la C80 parce que c'est un truc assez unique, alors que la C400 est plus un boîtier style box qui sera un petit peu plus petit au final que la C80, donc au moins juste sur sa face avant et au-dessus et en dessous, et on pourra plus facilement accrocher n'importe quel type de batterie dessus. Donc du coup on va regarder les caractéristiques de la C80, donc on va un petit peu regarder ce qui est marqué ici, pour voir un petit peu le marketing de Canon à la base. Donc on a un 6K plein format BSI qui est de 26 millions de pixels, donc peut-être que ça apporte un petit peu plus que d'avoir de l'éternel 24 millions de pixels, donc c'est un capteur spécialement fait pour la C80 et la C400. C'est pas un truc qu'on retrouverait sur le R3 ou sur le R1, bien que certains avaient dit que la base ISO x3 était déjà, il y avait déjà une petite perception sur le R3, mais donc voilà, ce qui va être intéressant sur ces caméras, ce sera cette base ISO qui ira jusqu'à 12800 ISO, donc 800, 3200 et 12800 ISO, et du coup on va attaquer avec cette caméra la FX6, donc c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant parce que le problème pour moi, et je l'ai toujours dit, des FX3 et des FX6 et de la 7S3, c'est le fait qu'on n'a rien entre 640 sur la FX3 et la 7S3, et c'est 800 sur la FX6, et c'est 12800 ISO. Donc les ISO deviennent très mauvais juste avant 12800, et ça redevient bon jusque là, à savoir que du coup on ne bénéficie pas de la qualité de l'ISO juste avant l'ISO de base, parce que là on en profiterait, sur une Sony en tout cas, avant 800 ISO, à savoir que vous ne perdez pas de dynamique, mais vous allez récupérer de la dynamique plus dans les noirs, et donc vous perdrez dans les hautes lumières. C'est ça l'intérêt d'aller sous la base ISO en général. Donc ici on titille une FX6, et en même temps on a des ISO qui sont beaucoup plus stables, et on aura un range qui sera plus utilisable. Bien évidemment, si vous êtes cinéaste ou vous faites vraiment, vous filmez selon les règles, vous utiliserez que les 3 bases ISO, et c'est intéressant parce que vous avez une nouvelle base capteur qui vous apporte de nouvelles possibilités. Mais si vous n'avez pas peur de passer au-delà, ça peut être assez intéressant pour vous. Donc c'est un capteur plein format contrairement à la C70, c'est ça qui va être différent. Certains regretteront le fait que c'est pas un capteur qui est DGO, mais voilà, on a à peu près la même dynamique qu'on avait sur la C70 en ayant une vidéo en basse lumière qui sera un peu mieux vu qu'on est sur un capteur plein format. Et donc on garde le même form factor, et comme on a la monture RF, on peut facilement mettre son capteur plein format à l'intérieur. Donc voilà, triple base ISO qui est marqué ici. À savoir que sur tous les boîtiers photo, la double base ISO n'est pas indiquée. Par exemple, le R5 Mark II a une deuxième base ISO entre guillemets, mais là on sera vraiment sur un truc où normalement
comment dire ça, à la fois le bruit, la dynamique exploitable et la dynamique à SNR2 sera la même en fonction de ces bases ISO. Donc là on est vraiment sur un truc beaucoup plus stable que de dire en photo oui on a un petit peu moins de bruit et tout ça. Donc on est sur du RF et si vous voyez le boîtier ici, voilà, comme sur la C400, on a une monture PL adaptable qui sera vissée, donc c'est vraiment quelque chose de très très bien, à savoir qu'on n'a pas le désavantage de mettre deux montures l'une sur l'autre, et donc lorsqu'on utilise un follow focus, d'avoir quelque chose qui va bouger. Là ce sera vraiment très très bien, et c'est une des qualités de la C80 par exemple, par rapport à ce, comment dire ça, ce R5 Mark II. Après, à savoir s'il y aura une version pour l'EF, ce serait intéressant. Mais je sais pas si Canon va faire ça ou gardera les anciens adaptateurs qu'ils avaient. Je sais pas si certains adaptateurs étaient avec ces parce que je sais non. Mais voilà, on va continuer là-dessus. Donc je vais un petit peu regarder ça avant d'aller dans les caractéristiques. Capteur, voilà, 6K. Donc on va voir de la 6K RAW. Donc on va voir qu'on a quand même des limitations et que le R5 Mark II s'en sort plutôt bien aussi parce qu'on a moins de différence maintenant, notamment sur les codecs vidéo. Donc voilà, on a l'enregistrement en RAW light, donc jusqu'à 6K 30 et 422 et jusqu'à 4K 120. Donc je crois qu'il y a un petit truc particulier sur le 4K RAW en 120p, donc on va voir ça. Et de toute façon, il y a des particularités tout le temps sur le 120p, là où il n'y en aura pas forcément sur un R5 Mark II. Le 4K est suréchantillonné, donc on va pouvoir avoir de la 4K 120, mais avec une certaine limitation qu'on verra après, en suréchantillonné. Sortie HDMI RAW vers les enregistreurs externes, voilà, pour avoir du ProRes RAW, donc c'est pas forcément le rôle le plus flexible, mais ça reste quand même un petit peu plus intéressant que le RAW CRM qu'on a sur les appareils photo. Et de toute façon, l'intérêt du RAW sur les caméras cinéma Canon, c'est qu'il est mieux optimisé que celui des appareils photo, donc ce sera toujours un petit peu mieux. Hop, connectivité sans compromis, voilà. Donc du SDI 12G qu'on a, donc là on a un port timecode, mais on a quand même, non c'est un SDI out ça. Hop, mais je crois qu'on peut avoir un port timecode aussi dessus, on a l'HDMI plein format bien évidemment. Hop, donc voilà, ce qui m'embête un peu pour riguer ça, c'est qu'on rigue ça un peu comme on riguerait un boîtier DSLR, un hybride, et c'est ça qui m'embête un peu sur une caméra professionnelle comme ça. Mais on est quand même sur quelque chose qui vaut 5000 €, donc c'est quand même plutôt pas mal, et je pinaille un petit peu ici, c'est juste que la C400 est quand même bien plus adaptée à certaines utilisations que la C80. Par exemple, le problème que moi je vois au boîtier, c'est comme ça, ça toue d'une caméra cinéma, mais c'est fait pour ressembler plus à un hybride, et donc ça ira mieux dans des événements où vous voulez pas être trop visible. Et ben on a quand même un écran derrière, on a la batterie qui va se placer derrière sans possibilité de changer ça pour une version V-mount, ce qu'on peut faire sur la C400. On a quand même la poignée qu'on ne peut pas enlever. Voilà, l'écran reste collé dessus bien évidemment, donc voilà, il y a certaines choses, et le boîtier est assez gros, donc dans certains cas, mettre carrément un R5 Mark II sur un rig, même s'il surchauffera plus qu'une C80, c'est des fois un petit peu plus simple, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage avec la C80. Alors si j'en avais une, je l'adorerais, mais voilà, c'est un petit peu une certaine limitation, et on va en voir d'autres dans les caractéristiques. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à voir dessus. Ouais, voilà, comparaison, donc voilà, on voit les différences qu'il va y avoir ici, donc c'est le même capteur. On ira peut-être voir ça après, et on regardera aussi, peut-être que dans la comparaison, j'aurai du coup pas forcément besoin d'aller sur la caractéristique de la C400. Hop, caractéristiques détaillées. Donc voilà, 6K BSI, donc backside illuminated, donc toute l'électronique est à l'arrière. Il n'est pas indiqué comme étant stacké. Donc voilà, je sais pas, normalement si, parce qu'il va quand même assez vite en termes de rolling shutter, ce qui sera meilleur qu'un R5 Mark II par exemple. Triple ISO, donc monture RF, Dual Pixel Mark II. Par contre, ça c'est un petit peu dommage. Moi ce que j'adore, voilà, c'est le premier boîtier Canon que je trouve vraiment utilisable et sans compromis en termes d'autofocus, même s'il a les façons de marcher de Canon qui sont pas forcément celles que je préfère tout le temps.
L'autofocus est absolument génial sur un R5 Mark II, là où c'était un petit peu plus compliqué. Par exemple, ça, je trouve que c'est 20 000 fois mieux en vidéo que ce que faisait un R3, par exemple. Là, on a l'autofocus qui fonctionne jusqu'à l'ouverture maximale, minimale de vos objectifs, ce qui n'était pas le cas sur un R3. Il n'a jamais de problème du coup avec la lumière, ce qui est déjà très très bien. Les sujets détectés sont vraiment très bons. Là, on ne sera pas sur ce système-là. On est sur un système meilleur que sur une C70, mais pas aussi bon que sur le R5 Mark II. Je pense qu'il a été développé en parallèle de la C80 et de la C400, pas par du coup le même service, puisque Canon Cinéma c'est pas Canon Photo. Et puis voilà, donc on a le cinéma RAW Light. Ça, ce sera vraiment le truc intéressant, c'est que le RAW sera quand même, comme je vous l'ai déjà dit, bien meilleur que sur le R5 Mark II. Par contre, en termes de codec de base, là on se retrouve quand même sur du XF AVC, du XF HEVC. Donc en version S sur le R5 Mark II, mais c'est la même capacité de montage qui sera très très facile sur les deux, ce qu'on n'avait pas avant sur les hybrides. Donc là c'est bien meilleur, on n'a plus les problèmes qu'on avait avant à faire du montage qui sera horrible, parce que il faut une machine vraiment très très puissante pour faire fonctionner un R5 Mark II. Là c'est la même chose. Donc HDR, donc voilà, donc stabilisateur d'image, c'est ça qui va être intéressant sur la C80. Faudra voir s'il y a ça sur la C400, je suis pas sûr. De logement, voilà, de cartes, donc probablement qu'il n'y a pas de ND variable là-dessus, donc c'est peut-être ça qui pêchera sur cette C80. Donc 12G, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors ça peut être outrepassé là-dessus en achetant par exemple des convertisseurs Blackmagic, et l'intérêt que ça va avoir, c'est que ça compense complètement les problèmes d'un R5 Mark II, à savoir que vous pouvez mettre directement une lutte dessus. Bon, par contre là vous avez directement l'interface où vous enregistrez vos luttes dans le boîtier et vous pouvez les changer instantanément, alors qu'il faut passer par un ordi quand vous avez un boîtier de conversion SDI, HDMI vers SDI. Donc là c'est vraiment un gros intérêt, et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de caméra comme la C80 pour commencer, c'est que pour 6 000 €, vous pouvez faire n'importe quel shoot cinéma sans aucun problème, passer sur un moniteur externe toutes vos données, donc à savoir la lutte d'affichage, si votre directeur de la photo il veut pas voir du log non étalonné, parce que c'est super dur de juger des couleurs, de la saturation de l'exposition et tout ça, et de voir à peu près ce qu'on veut. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours en directement en log, et personne voit ce que l'image va donner à la fin. Donc compact et robuste. Donc apparemment ils ont amélioré la C70 qui avait des problèmes de ce côté-là, notamment en termes d'écran, et donc on a un refroidissement actif, donc ce sera meilleur qu'un R5 Mark II. Je compare ça parce que on m'a déjà dit oui voilà, tu aurais dû prendre une C80 au lieu de prendre ton R5 Mark II. Il y a des choses oui, il y a des choses non. On va voir ça ici. Donc je vais un peu arrêter de comparer jusque là, où je le ferai après. Donc CMOS rétroéclairé BSI, voilà, RVB, donc normal, hop, plein format, donc ça fait du 35 et du super 35, 26, voilà c'est ça, 6202 par 4300, hop, voilà, ça fait tout ça, donc là, environ 19 millions de pixels. Quand la résolution, donc c'est quand c'est du 6K, mais en version cinéma 6K ou du cinéma 4K, là, comme on peut voir. Donc les pixels sont, en fait, c'est un capteur 3,5 qui est tronqué. Donc ça se trouve c'est le capteur du 1, mais ça m'étonnerait quand même puisqu'il a 24 millions de pixels. Et puis voilà. 36 par 19 puisqu'on est en 16 neuvième, donc on a toujours la longueur du capteur, mais bien évidemment en hauteur on est moins élevé puisque le ratio est différent. Donc on a le Canon Log 2, donc dynamique qui sera équivalente à tout ce qui est bien et moderne, donc C70, R5 Mark II, C300 Mark II ou 3, je sais plus, non, oui c'est ça. Donc des trucs quand même pas mal, et les 3 bases ISO qu'on peut voir ici. Par contre on a un ici. Hop. Tac, tac, tac. Donc c'est, oui voilà, lorsqu'on est en C-Log 2 ou C-Log, ça me semble normal, puisque sinon les bases ISO seront un petit peu différentes
Ok, il faut que je revienne du coup, donc j'aurais dû voir ça à la fin, ça aurait été plus simple, il faut que je recommence, je revienne. Donc voilà. Donc Digic DV7, donc ça doit être un spécifique pour la vidéo, voilà, donc on peut s'attendre à rien, puisqu'on ne sait pas trop ce que ça doit donner. Je ne sais pas s'il était déjà avant sur la C70, donc monture Canon RF avec support PL, voilà, bien via bac d'adaptation, et support EF via EF et OCR. Donc apparemment il n'y a pas de bac spécifiquement fait pour avoir un, comment dire ça, une monture bloquée en EF, puisque ça c'est l'adaptateur de base que vous pouvez trouver en 3 versions. Donc on a du 6K, donc C6K, du C4K, du C2K, donc cinéma 2K, c'est ça que je veux dire. Donc le format 17/9, voilà, donc distance focale réelle, x 1,6, ok, donc ouais. Et donc c'est 1,12. Donc c'est pas vraiment du plein format, c'est un petit peu en dessous, et là c'est un petit peu encore en dessous, puisque ça utilise la façon de marcher normalement réelle des caméras, si je me trompe pas, où au final le cinéma a vraiment la largeur de base du capteur, et l'Ultra HD, donc la version 16/9 est tronquée sur les côtés, alors que la plupart des hybrides font une adaptation en définition à chaque fois pour aller sur les bords, à part le R5 Mark II qui utilise cette façon plus régulière de fonctionner, ou du moins sur les caméras cinéma. Et donc on a la version Super 35 aussi, donc avec l'adaptation des pixels maximal disponibles. Hop, donc ça doit être l'euro qui est dans cette capacité là. Et puis voilà, donc du 1,46 et du 1,54. Donc à savoir que du coup, c'est pas du 1,7, du 1,6 pardon. Donc vraiment du Super 35, c'est pas l'APS-C Canon comme sur les hybrides. Hop. Correction du vignettage, donc filtre. Ah, on a quand même de la densité neutre avec la stabilisation, donc ça peut être plutôt intéressant. Hop. Contrôle du diaphragme. Ok, palier. Donc ça c'est les métadatas si je me souviens bien, au protocole Cook, donc pour les certaines optiques, sur les optiques PL qui peuvent être branchées sur ce système-là, puisque c'est un système qui envoie directement les métadonnées de l'objectif à l'appareil, donc ça peut être intéressant. Et comme sur le R5 Mark II, on peut avoir un fichier de métadonnées à côté, mais le R5 Mark II, il n'a pas bien évidemment cette Cook High Technology, puisqu'il faudra un port en plus dessus, et sur un petit appareil, ça ne le ferait pas, alors que là, on a plein de ports différents, donc ça peut être assez intéressant. Donc on a aussi du format anamorphosé, donc c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'on ait ni le 1.5, c'est le basique, donc on a le 2, 1.8, 1.3, mais pourquoi on n'a pas 1.6, 1.5, donc ce sera éventuellement utilisable, mais voilà, il n'y a pas le 1.5, c'est un petit peu dommage. C'est mieux que Sony au final, puisqu'il n'y a que 1.3 et 2, donc là ça marche plutôt pas mal. Stabilisation d'image combinée, optique et numérique, ok. 5 axes sur les objectifs pris en charge. Stabilisation, donc c'est bien un capteur fixe, il n'y a pas de stabilisation, je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, il n'y a pas de stabilisation d'image, il y a une stabilisation numérique qui marche généralement très bien sur les Canon. Et là, c'est là où le bas blesse, parce que on a 2 cartes SD. Donc ce super capteur qu'on a sur la C400 va forcément avoir moins de formats disponibles sur la C80, parce qu'on a 2 cartes SD comme on avait sur la C70, alors que sur la C400, donc c'est un peu une hérésie sur une caméra vidéo, mais on a une SD et un port CF Express de type B, comme on aurait sur un R5 Mark II, qui du coup montre qu'il y aura certainement une version un petit peu plus évoluée que la C400, genre je sais pas quoi, C600 peut-être au final, ou une version, une nouvelle version de C500 ou un truc dans le genre. Donc on a le Rolite 6000 par 3164, donc voilà, 576 mégabits par seconde, donc tu vois, là, oui, pourquoi pas, on est vraiment sur quelque chose où c'est du RAW,
mais au moins on peut s'en servir assez facilement. Donc c'est ça la grosse qualité. Moi j'ai pas forcément envie d'utiliser l'Euro sur le 5D Mark II à cause de ça, donc profiter des 60 images par seconde en 8K, parce que c'est vraiment très très compliqué. En plus c'est du RAW Light Canon, donc c'est beaucoup plus facile à lire que le RAW CRM qu'on va avoir là-dedans. Donc voilà, on a le LT et ST, donc la version 4K qui va être en APS-C, donc du vrai RAW APS-C, hein, donc on recrop dedans, on n'a pas une espèce d'intervention qui est comme c'est... Ok, donc salut. Sur le R5 Mark II, où on a du 4K RAW, alors que ça ne devrait pas être possible puisque c'est du plein format. Là, c'est vraiment du Super 35 et le RAW Light LT est du plein format. Le XF AVC, il est à 500 XF AVCS, donc je sais pas pourquoi ils mettent ça parce que c'est, je sais pas si c'est tout, normalement c'est pas tous les formats qui auront le 500 mégabits par seconde, mais bon voilà. Donc en fait là c'est juste, je viens de m'en apercevoir du coup, mais surtout pour vous indiquer à peu près ce que vous aurez sur je sais pas quoi comme carte. Donc c'est indiqué ici, hop, semble-t-il, 512. Ce qui est plutôt pas mal, hein. 512 pour avoir 118 minutes en... Hop, je reviens en RAW Light, en LT pardon. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, donc je suis déjà trop loin. Voilà, donc là on a quand même vraiment quelque chose de mieux optimisé que ce qu'on aurait sur un R5 Mark II. Donc le RAW Light, c'est quand même du CRM, mais comme c'est du CRM plus avec moins de mégabits par seconde, ça reste quand même plus facile à utiliser que ce qu'on a sur le R5 Mark II qui doit être à 2000 et quelques, ce qui est n'importe quoi. Et le XF AVC qu'on n'a pas sur le R5 Mark II est en MXF, et là on aura ces formats là aussi dessus. Et il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste que le contenant est un peu plus... Enfin, le type de fichier est plus professionnel, entre guillemets. Maintenant, il n'y a plus de problème en MP4. C'est à peu près la même chose que du MXF ou du MOV, parce que les évolutions du MPEG 4 ou du MPEG H, donc le H264 ou le H265, ont tellement évolué que maintenant on a tout ce qui fait partie de ce qu'on avait déjà dans le XF AVC. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein. C'est des parties qui ont été rajoutées pour pouvoir avoir du dB, du 422, du log, enfin plein de choses assez intéressantes dessus qu'on n'avait pas avant, et c'est pour ça que au départ on croit que le MP4 c'est nul. Mais en fait non, maintenant on a même, du, comment dire ça, du 48 kHz 24 bits dessus, ce qu'on n'avait pas avant, parce qu'on avait que sur du MOV, et là c'est le cas ici, puisque le R5 Mark II le fait aussi. Donc enregistrement relais, enregistrement sur 2 logements simultanés, sur format, puis voilà. Donc on a le mode NTSC, donc 5994, donc voilà, c'est de l'habituel, et on a les 24p qui sont disponibles. Ce que je trouve dommage, c'est que on n'a pas de vrai 60 images par seconde ou 120. Mais voilà, donc moi je préfère personnellement toujours utiliser le 59-94 parce que c'est intéressant d'utiliser le 24, sauf qu'aujourd'hui on regarde tout sur écran et les écrans marchent soit en 50 Hz ou en NTSC, donc il n'y a pas vraiment intérêt d'utiliser le mode 24 Hz. Hop, débit binaire, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est indiqué, donc S35, il y a plus de débit binaire, c'est marrant d'ailleurs, plus de débit binaire. Ah oui, parce qu'on est sur du 50 images par seconde, excusez-moi. Donc on est à 306 contre 576, et là en 60 images par seconde, on est sur 611. Cinéma RAW Light, hop, on est là-dessus, S35, 25, ST, là. Alors j'essaie un peu de voir la différence entre tout. C'est marrant parce que le LT à moins de mégabits par seconde lorsqu'on est... Et puis du coup il y a du Super 35, donc ce que j'ai dit tout à l'heure est faux. Hop, débit binaire d'enregistrement XAVC, donc 500, hop, on peut avoir du 250 en 25p, ce qui est plutôt intéressant. Hop. Donc tout, ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pas non plus trop élevé en données, donc ça peut marcher vraiment pas mal. Débit binaire, enregistrement, donc lorsqu'on est en PAL MP4, donc XAVCS, donc c'est, je pense comme le AVC de l'H264.
Débit binaire, voilà. Et donc, lorsqu'on est en HEVC, hein, si vous ne le savez pas, on a forcément moins de données puisque la compression est plus optimisée sur du H265. Donc, de toute façon, avec un débit binaire plus faible, on a une qualité qui est supérieure à ce qu'on aurait deux fois supérieur. Donc en fait, on a à peu près la même qualité tout en gagnant de la place. La compression fait encore gagner de la place, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Le seul truc qui peut peut-être vous déranger là-dedans, c'est que l'HEVC compresse aussi le bruit. Donc si vous aimez bien ce que donne le bruit en H264, ce sera pas la même chose en H265. Et on a du proxy aussi, on a de l'enregistrement accéléré, et voilà, c'est là mon petit problème, c'est que le 120 images par seconde n'est que disponible lorsqu'on est, donc il est, certes, contrairement au R5 Mark II, on a de l'oversampling, mais c'est que, une version qui va être directement ralentie. Du coup, on peut pas faire ça, par exemple. Voilà, j'ai filmé un petit peu de 120 images par seconde, même beaucoup avec le R5 Mark II, et le speed ramping, pour moi, c'est un petit peu la vie. Et là, on l'aura pas. Voilà. Donc c'est à voir si la C400 souffre de la même chose. Peut-être que non, parce que c'est Express de type B, mais on verra ça juste après. Intervallomètre, oui. Donc on a de la... Ah ouais, c'est pas mal ça. Préenregistrement 3 secondes. Alors c'est marrant parce que le R5 Mark II a plus. Je sais pas pourquoi. Téléconvertisseur numérique, ça c'est très très bien. Donc RTSD, c'est un peu dommage. Et on peut faire des photos en 4K, mais pas en 6K, c'est marrant. Donc voilà, on a un écran 3,5 pouces de 2,76 millions de points. C'est intéressant, mais pas forcément super fou au final. Hop. Sachant qu'on avait un super écran sur le R3, je ne sais pas pourquoi Canon ne le fait plus, mais on l'a plus. Hop, on a les waveforms, génial sur le R5 Mark II, très très lisible, on peut juste pas changer de place. Là j'espère qu'on peut faire ça sur ce boîtier là et qu'on peut à la fois afficher les zébras, le waveform et les fausses couleurs, ou voilà, certains d'entre eux, ce qu'on peut pas faire sur un R5 Mark II. Barre de couleurs, ouais, ok, d'accord, accentuation, nanana, motif zébra, donc ça c'est bien. Donc on peut à la fois avoir du zébra haute lumière et du zébra gris 18%, donc c'est plutôt pas mal, ou ce que vous voulez, hein, suivant ce que vous aimez, donc dans un sens et dans l'autre, si vous les aimez avoir les deux en même temps. Il n'y a pas de VF, bien évidemment. Donc on a 2 mini XLR 3 broches, c'est déjà bien, hein, même s'il faut adapter toutes ces connectiques, et au cas où, si vous faites des tournages un peu pro, il va falloir avoir de quoi adapter. Sur du XLR standard, c'est peut-être ça le petit problème. On a un jack stéréo quand même, donc ça peut toujours aider lorsque vous voulez avoir un micro vite fait filaire ou quoi que ce soit, et vous le mettez un micro cravate à quelqu'un si vous n'avez pas de système déporté, ou que la personne ne veut pas porter ce type de système, hein, tout simplement, puisque ça arrive de plus en plus. Hop, sortie moniteur vidéo, non, enfin on a de l'HDMI quand même et du SDI, donc 12G, donc aux normes où on peut sortir du 4K, hein, de la BNC bien évidemment. Un connecteur USB-C donné, je sais pas si ça peut faire de la power delivery, mais au moins on peut sortir, donc on doit avoir potentiellement une interface pour l'ordinateur ou une chose dans le genre. Pas de Genlock, pas de synchro, hop. Donc on a une prise, donc mieux que l'USB, on a une prise vraiment pour le mettre sur secteur, ce qui peut être intéressant. On a la griffe multifonction, donc on peut profiter encore de vrais XLR au final sans avoir à acheter des convertisseurs XLR complets, pleine taille, on va dire ça comme ça. Hop, télécommande, donc on a un mini jack pour faire de la prise vue de loin, donc c'est quand même vraiment pas mal. Connecteur objectif, un connecteur RJ45, ouais c'est pas mal ça. Donc pour encore une fois transférer des données, poignée, ou pour avoir, pour transmettre via l'internet. Hop, diffusion IP, donc voilà de l'Ethernet Wi-Fi, donc c'est ce dont on parlait. Et on a de quoi mettre des luttes intégrées, et c'est assez génial. Compatible, voilà, comme sur toutes les caméras, je ne sais pas pourquoi, les grids 65 ne sont pas disponibles. À savoir que pour la retouche, moi j'utilise du 65, parce que même si c'est plus gros, c'est plus qualitatif. Donc la grid 17, moi je le conseille à personne, en aperçu. Voilà, ça fera moins de place, mais on voit des problèmes de transition de couleur, c'est vraiment pas bien géré, à savoir que plus le nombre est élevé dans la grille, le plus les transitions de couleur sont précises, donc il ne faut pas négliger aussi
une bonne lutte. Et c'est pour ça que le pack de lutte que vous pouvez télécharger gratuitement, que je vous ai mis dans une autre vidéo, que je vous mettrai ici voilà, est disponible et marchera sur ces caméras-là, si vous exposez à 0, bien évidemment. Sinon, vous pouvez les utiliser, les reconvertir dans DaVinci si vous voulez juste changer l'exposition. Et puis voilà, donc on a bien évidemment une lampe Tally qui est devant sur l'épaule gauche. Hop, entrée du signal retour, paramètres par défaut, balance des blancs, donc c'est tout ce qui va être sur le boîtier, et donc on a tous les, les habituels en vidéo, balance des blancs, donc on a le choix et la définition, c'est assez marrant, display, zebra, diaphragme automatique, ça c'est bien. Par contre il n'y a pas d'autres trucs comme ISO auto là-dessus, on est sur une caméra cinéma. Moi j'aime bien que les FX soient capables de le faire, donc ça aurait été intéressant là-dessus aussi. Donc lampe taillant, on l'a déjà vu, molette personnalisée, prise en charge, donc voilà, on a tous les logiciels qui vont être disponibles ici. J'essaye d'aller un petit peu vite, parce que de toute façon j'arrive pas à voir le temps que j'ai passé ici, puisque je suis sur timecode sur mon enregistreur. Mesure d'exposition, standard, voilà, diaphragme. On a quand même ISO automatique, mais c'est pas mis de base sur le boîtier, donc ça peut être quelque chose de plutôt pas mal, même si c'est pas vraiment le boîtier que je verrais pour se filmer soi-même. Après, pour faire du run and gun vite fait, quand on a besoin d'avoir, dans des situations assez compliquées, on veut vraiment du descriptif et on s'en fout un peu que les transitions soient horribles, quoique je pense que là-dessus c'est étudié et l'exposition sera quand même pas mal. Voilà, donc on a les paliers de sensibilité ISO, donc truc de base, système autofocus, voilà, ITRFX, donc on a le système cinéma qui est plus ou moins existant là-dessus, avec ce super mode de détection des sujets uniquement, qui est aussi présent dans l'ITRFX, et que je trouve assez génial là-dedans. Je peux faire vraiment, par exemple, ce que vous avez vu tout à l'heure au ralenti, c'était juste pris en détection de sujet, et en photo, passer directement en vidéo, donc via le mode custom C3, et l'autofocus marche vraiment très très bien. C'est peut-être ça qui me dérangerait dans une C80 plus que là-dessus, c'est vraiment cet autofocus qui est très très bien. C'est pour ça que je veux un petit peu tout remplacer au final là-dedans, par du Canon, peut-être remplacer ma FX30 et mon Z8 par ça uniquement, parce que je trouve continue, one shot, je sais pas pourquoi on a du one shot dans un truc pareil, ça me... Voilà. Vous mettez votre appareil en manuel, vous faites autofocus continu, une fois que vous êtes sur votre cible, c'est bon, vous enlevez l'autofocus et c'est parfait. Voilà. Donc œil, visage, corps, oui voilà, les animaux sont détectés mais il n'y en a pas beaucoup, chien et chat, donc ça reste du basique, de la F version 2, donc on est vraiment loin. Peut-être qu'un jour, voilà, tout ce qui est détecté par un R5 par exemple, premier du nom, puisque c'est le même type d'autofocus, mais voilà, on n'en est pas encore là. Donc on a des gains qui sont vraiment en dB, gain pour ISO, pas pour le son. Donc on peut vraiment être en dB au lieu d'être en ISO, à savoir que en théorie c'est mieux d'utiliser ça, parce que les ISO sont pas vraiment des ISO, c'est des amplifications de l'ISO de base, mais on va pas parler de ça ici. Hop, obturateur, donc vitesse, angle, parfait, angle, c'est de R5 Mark II, Canon, mettez ça sur le R5 Mark II, clear scan et obturation lente, ok. Vitesse d'obturation de 1,2 millième de seconde en vidéo, il n'y a pas besoin de plus, Bon, surtout qu'on a les ND en interne, donc vraiment quelque chose d'assez génial. Obturateur lent, voilà, pour faire des trucs un petit peu particuliers avec son obturateur pour avoir des effets aussi particuliers. Ok, clear scan, ok d'accord. Et donc on a les habituels, d'ailleurs c'est marrant qu'ils maintenant ils mettent Canon 709, parce que c'était Wide DR, mais c'est Canon 709 maintenant. Et donc on a BT standard, donc voilà, ils sont en ligne aussi avec le R5 Mark II qui n'a plus le Wide DR, mais voilà, c'est ce qui fait office de log 2, log 3, voilà. Et on a des trucs un petit peu plus évolués avec BT709 flash étendu, alors que ça c'est déjà... Enfin, bref.
Hop, EOS neutre, et on a plein de petits paramètres qu'on va utiliser ici. Donc c'est la même façon maintenant de fonctionner, enfin le R5 Mark II a la même façon de fonctionner. Donc si vous utilisez les deux, vous ne serez pas perdu. Et c'est ça qui sera intéressant aussi avec cette caméra. BT 2100, donc voilà. Ah, on est sur du BT 2100 là-dessus. Oui. C'est la même chose que le BT 2020 avec un petit peu de choses différemment décrites dedans pour, parce qu'il fallait rajouter des choses. Hein. Mais je vais pas parler de ça ici. Matrice de couleur neutre, voilà, donc ça c'est ce qu'on vous mettez dans votre log en termes de description, je sais pas à quoi, voilà, reproduction officielle des couleurs, destinée, ok d'accord, donc ça change les choses, mais dans quel sens? Moi, je suis pas trop fan du fait que le log on puisse lui dire comme ça, parce que normalement on a juste un gamut et un gamma, et on est censé se débrouiller avec ça, tandis que là on peut encore modifier les choses. Et on a tous les paramètres qu'on peut modifier dans le contrôle de son fichier, comment dire ça, dans son C quelque chose, que ce soit log ou... merde, je suis parti trop loin. C1 à C10, voilà. Et puis voilà, donc... Il y avait quand même des choses, je pensais que c'était quand même plus court. Wi-Fi, donc intégré, on a de base. Je crois que le Canon avait mieux, enfin le R5 Mark II avait mieux, ou c'est le R1, je sais plus. Hop, réglage, voilà. Donc moi j'utilise que du Kelvin, parce que tout ce qui est, comment dire ça, petit logo, ça me perturbe un peu, parce que je sais pas exactement où je suis, même s'il y a des trucs qui décrivent assez bien ce que c'est. Et voilà, donc format d'enregistrement on l'a déjà vu, donc voilà. On est en PCM linéaire, 24 bits, et même là on est en PCM linéaire, même si on est sur du MP4. Donc ce que je disais tout à l'heure, on n'a plus aucune différence entre du MXF, du MP4, ou même ce qu'on aurait sur du MOV. Donc on a la batterie qui est fournie, la moyenne ou la plus petite, je sais plus, des BP, puisque on en a des, je crois que c'est A60 et A90, ou A ce que veut Canon en fonction de du nombre de milliampères qu'il y a dedans, donc de la capacité. Puis voilà, donc voilà, 60 optionnel, donc 60N. Ah, il n'y a pas de 90, donc il y a juste cette grosse là. Et donc il doit y avoir des anciennes batteries, puisqu'il y a les versions N et les versions normales. Adaptation, adaptateur. Ah oui, donc ça c'est les différentes versions. Par exemple, moi j'ai celle-là si vous voulez savoir. Donc on a la version pour passer du Super 35 avec des optiques Super 35 sur quelque chose qui ressemble à plus à du plein format sans en être vraiment. Et gagner aussi de la lumière. Hop. Sortie, voilà, il y a le secteur. Ah, il y a même la consommation d'énergie en watts de ce que... Waouh. Et des batteries. Donc si on a une A30N, voilà, donc ça fait OLT 170, c'est pas mal, hein, c'est pratiquement... c'est pratiquement 3 heures, oui. C'est bien ce que je pensais. Donc là par exemple il y a peut-être plus de processing puisque... c'est en 60p, donc c'est normal, voilà. Donc, hop. Et donc il y a tous les trucs qui sont un petit peu bizarres, par exemple l'euro, enfin c'est pas bizarre, l'euro 4K en 120p c'est de l'APS-C, donc c'est du Super 35, ce qui n'est pas forcément indiqué ici, et je sais pas si le 60 images par seconde peut être achevé en plein format, parce qu'ils indiquent ça ici, c'est ça qui me perturbe, c'est que le 60p indiqué en Super 35. Donc pour moi, il n'y a pas ça, mais c'est sûrement dû au fait qu'il y ait des cartes SD là-dedans et que ce soit un petit peu compliqué pour le boîtier de sortir ça directement. Parce qu'on est limité à 700 mégabits par seconde sur une SD. Puis voilà. Je parle vraiment des V90. Des accessoires. Donc, relais d'enregistrement non disponible pendant l'enregistrement en RAW ou SNF. Ok, d'accord. Donc ça doit être le ralenti. Slow and... Parce qu'ils aiment bien faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est quick and fast? Oui, bah oui. Oui, slow and fast. Non, parce qu'on fait pas de SNQ.
Donc il y a quand même du slow and quick dessus, ce que j'ai pas sur le R5 Mark II. Donc elle donne quand même un petit peu envie, hein, cette caméra. Proxy XAVC, voilà, nanana. Donc enregistre, attends, de logement non disponible voilà, donc il y a des limitations. Enregistrement proxy disponible selon le format sélectionné. Ok. Enregistrement non disponible pendant l'enregistrement RAW ou... Ok, d'accord. Selon le format et le mode de capteur sélectionné. Ok, d'accord. Donc c'est le truc que j'ai pas vu. Je peux pas revenir en arrière et puis voilà. Hop. Donc on va peut-être pas aller chercher ça parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc on va passer à la C400, voir s'il y a des différences. Donc j'essaierai d'aller beaucoup plus vite avec ça puisque normalement il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer dessus. Donc voilà, moi ce que j'apprécie sur la C400, même si c'est beaucoup plus cher. Donc pour les... Je comprends que 2500 €... ça vaut le coup d'avoir une C80, dans tous les cas, elle est déjà assez génial. Donc ce qui va être bien, c'est qu'on a voilà, un petit boîtier qui va pouvoir être rigué très facilement, vous pouvez avoir une cage et mettre ce que vous voulez dessus. C'est une boîte, hein, donc vous avez une poignée que vous pouvez mettre sur le côté, vous avez un écran qui est déporté, donc vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Voilà, c'est quelque chose qui va quand même être plutôt pas mal au final, hein. Donc là on a la poignée qui est mieux que tout ce qu'a fait Canon avant, donc avec 3 points de fixation, voilà, avec un bras vraiment comme il faut, en format NATO, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez au final dessus, vous pouvez l'adapter, changer ce que vous voulez, c'est vraiment très pratique. La batterie de base est ici, donc le même type de batterie que la C80, sauf qu'ici on se retrouve quand même avec de quoi mettre des plaques disponibles, je suppose, vendues par Canon, et il y aura sûrement des versions avec une cage dessus et l'adaptateur déporté pour pouvoir mettre à la place des batteries BP de chez Canon. Et je pense que au final ça s'accroche ici pour aller dans le boîtier et pouvoir avoir donc ça V-Lock directement dessus ici. Donc on va avoir beaucoup de choses. Voilà, on a une CF Express de type B, voilà, ici. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent des choses en plus. Donc voilà, c'est le même autofocus, puisque c'est le même capteur, et c'est le même processeur, hein, pour moi. Donc Tata Relais HQ 12 bits, jusqu'à, voilà, on a des choses en plus, voilà. Donc du 6K60p, je crois que c'était le cas aussi. On va voir ici si c'est de la... Enfin, si c'est... Attends, la 6K60, on va voir. Hop. Donc on peut juste voir un petit peu les comparaisons entre les deux. C'est marrant ça. Ah non, c'est la 522, j'étais en mode, c'est bizarre. Ah oui, mais c'est pas comparé avec la C80, donc on s'en fiche. On va pas voir ça. En plus, c'est des APS-C, les autres caméras. Hop, triple ISO natif, monture RF, on a toujours les mêmes choses. Compact design, refroidissement actif, voilà. Donc c'est la même chose, même capteur, même format 16 neuvième ou 17 neuvième. Log 2, voilà. 1600, hop, DV7. Donc c'est la même chose. Monture Canon, voilà qu'on peut passer en PL. Hop, exactement les mêmes choses. Super 16 par contre on a ici, je crois qu'on l'avait pas sur la C80. Hop, correction, nanana. Donc on a la même stab numérique. Hop, filtre ND, on a les mêmes il me semble. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Hop, palier, voilà, donc on a le même. De toute façon, en logiciel, c'est pratiquement la même chose, à part que maintenant, on a ce logement CF Express de type B. C'est bizarre de ne pas en avoir mis deux, mais voilà, segmentation. Mais ça va nous apporter, je pense, des petits trucs en plus, et je ne sais pas s'ils seront dits ici. Donc on a les mêmes durées d'enregistrement sur une carte 512 Go, puisque je vois pas là pourquoi ce serait différent. Hop. Donc, Light CRM, donc il y a les mêmes types d'enregistrement. Enregistrement relais, voilà, enregistrement simultané. Hop. Donc le Rolite, évidemment, comme on est sur de la CF Express de type B, on n'a plus les mêmes enjeux ici et on n'a plus les mêmes nombres de mégabits par seconde, ce qui semble au final assez logique. Donc on passe sur du 1160 mégabits par seconde. Et on a quand même le 576. Et donc on a ce 6K 60p qu'on n'avait pas sur la C80. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a ce débit là au final, parce qu'on peut passer dessus, parce qu'on a une CF Express de type B. Par contre, on ne peut pas enregistrer sur deux cartes
ce 50p en 6K, ce qui semble assez logique. En Super 35, on a voilà, la même chose qu'on avait sur comment dire ça, la C80, et on a du Super 16 en plus. C'est peut-être une option pour que on ait une option de se dire, bah voilà, on peut faire ça alors qu'on peut pas le faire sur la C80. Ça coûte plus cher, il faut mettre un petit peu plus de trucs dedans. Donc, Rollight, évidemment, on a encore une fois CF Express de type B, donc c'est possible. Et je pense qu'on a plus de mégabits par seconde aussi lorsqu'on est... Bah oui, de toute façon, on est obligé puisque, comme je vous l'ai dit, on est limité à 700 mégabits par seconde en V90. Que la carte soit au-dessus, vraiment, en vitesse d'écriture, comment dire ça, palier, parce que c'est le V90 qui va, comment dire ça, régir toutes les cartes. Hein. Parce que Canon ne va pas dire, bah, si vous prenez cette carte-là, eh ben, vous pouvez passer sur plus de mégabits par seconde, ce que font certaines cartes. Là, on est forcément sur un débit qui est plus élevé parce qu'on a accès à la CF Express de type B. Donc on a le Super 16 aussi, qui sera au final très très petit, hein, parce qu'on est sur du, comment dire ça, sur un capteur 6K. Si ce serait l'intérêt par exemple d'un R5C Mark II, c'est d'avoir justement du Super 16 qui soit plus défini. Je pense qu'on peut faire jusque du 4K lorsqu'on est avec un capteur 8K. Hop, donc du coup, voilà, débit binaire XAVC, donc on a quelque chose de plus intéressant au final, parce que bah, c'est logique, hein, on peut faire mieux. Voilà. Bon, après, tout ce qui était disponible, par exemple le 500, c'est totalement enregistrable sur une SD, donc là, on a ce qu'il faut, alors qu'avant, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et donc, du coup, comme on a la CF Express de type B, on a aussi, naturellement, plus de types d'enregistrement. Il me semble... je suis en train peut-être de dire des bêtises. Directement... Non, on va quand même pas avoir le 120 images par seconde qui va être géré directement, à moins que je me trompe. 50, 50, 50, 50. Et donc, non, au final, hop, voilà, on n'est que en ralenti et accéléré sur le 120 images par seconde, ce qui est quelque chose de dommage. Hein. Encore une fois, moi, je préfère avoir la capacité de faire les deux, d'avoir le Canon R5 Mark II qui fait de la 120 images par seconde, qui garde d'ailleurs la qualité, même si elle n'est pas oversamplée, c'est le D16 16 de dynamique en C-Log 2, même si l'image n'est pas aussi piquée que du 8K. C'est quand même un petit peu dommage, hein, moi je trouve, sur ça, d'avoir forcément ça, le 4K 120 images par seconde, et du 2K Super 16 lorsqu'on est à 180 images par seconde, ce qui n'était pas indiqué, me semble-t-il, sur la C80. Hop, autofocus CMOL du... Ah non. Mais non. Alors, encore pire. Alors voilà. Le problème de ce truc, c'est que comme on n'est pas sur le même autofocus et sûrement pas le même processeur que ce qu'on a sur le R5 Mark II, et ben il y a quand même des choses qui sont bien mieux sur le R5 Mark II, à savoir jusqu'à 240 images par seconde, puisque il le fait en réel, même si c'est du 2K maximum. Et ben le R5 Mark II fait quand même des choses bien meilleures en autofocus que ses sœurs de cinéma. Donc voilà, ça fait un petit peu réfléchir aussi, parce que par exemple vous pouvez avoir, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, si vous avez besoin de 2 boîtiers, une C80 et ça, parce que ça marche quand même diablement bien, même si on l'a déjà vu, il y a un petit peu de surchauffe. D'ailleurs il faudra que je réessaye avant le test de filmer, voir si ça surchauffe autant ou si la batterie est si mauvaise, et voir si apparemment il y a un nouveau firmware qui devrait peut-être améliorer ça. Mais on continue, hop, on a le même préenregistrement, le même téléconvertisseur numérique, port de stockage photo c'est forcément la SD, c'est assez étrange, mais voilà, donc c'était déjà le cas parce qu'il y a forcément que des SD sur une C80. Le même type d'écran, même si c'est l'écran déporté. Voilà, donc c'est la même chose que sur la C80, mais on peut le déplacer. On a un joystick directement sur l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Hop. Donc, je vais aller là. On a déjà vu tout ça. Connecteur. Ah, c'est encore des mini XLR.
Ah, c'est assez marrant ça. Donc voilà, pas d'amélioration là-dessus par rapport à la C80. Sortie... What the fuck? Pardon, excusez-moi. C'est... Ah oui, on a une sortie monitor... Ah oui, d'accord. La sortie monitor vidéo, c'est du 3G SDI. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi c'est pas du 12G? Parce que le 3G, c'est quand même... Ah, mais c'est parce que le moniteur, il est pas en 4K. Mais c'est un peu bizarre d'avoir fait ça. Parce qu'au final, on peut pas avoir... Donc celui-là, ça doit être... Oui, donc on doit pouvoir utiliser... On peut utiliser les deux, mais c'est bizarre d'avoir du 3G. Parce que on peut juste adapter du 12G, je pense, sur 3G, puisqu'il prend le 3G en compte. Après, c'est ce que je pense, donc c'est assez étrange. Même port de données. Donc ce qui va changer, c'est qu'on n'a plus d'HDMI dessus, on a ça à la place, si je ne me trompe pas. Entrée CC. Donc on a du XR, 4 broches. Ah oui, donc ça c'est pour l'énergie. Donc si on veut la mettre sur secteur. Hop. Jack collector objectif, un jack 12 broches, donc ça doit être pour la connexion avec les protocoles blablabla là qu'on a vu tout à l'heure. Mais pourquoi c'est pas indiqué ici? On a le Genlock, ce qu'on n'avait pas sur le AC80. Voilà, donc tout ça on l'a. Alors que... Ah, c'est marrant parce que je crois qu'on avait le timecode au final sur la C80. Je crois que si, mais pas de la même façon. Hop. Jack 12 broches, donc on avait dit ça, connecteur RJ45, connecteur USB, donc pour la poignée, ok, l'USB-C c'est pour la poignée déportée, donc pour la porter de manière un petit peu plus décente et enregistrer directement et avoir, je crois qu'il y a quelques boutons dessus. Hop, diffusion, blablabla, donc on peut avoir du... Ok, entrée but, donc ça on l'avait déjà sur la C80, donc c'est bien de l'avoir aussi ici, hein, c'est normal. Hop. Signal de route de... Ok, d'accord. La même chose. 13 moitié. Bouton personnalisé. Ok, l'Antali. On en a deux. Les mêmes logiciels qui sont disponibles que sur la C80, ça me semble normal. Hop. On va voir tout ce qui est disponible ici. Ça m'aurait étonné qu'on ait des choses différentes puisque c'est le même capteur, donc on a la même chose ici. Hop. L'objectif c'est réveillé. Ok, PT c'est pareil. Éclatant. Ah, encore une nouvelle variation, génial, 2390. Pour moi c'est pour ça que l'HDR c'est pas encore en voie d'être très régulier, hein, parce que tant qu'on n'aura pas vraiment, comme le 709, un truc vraiment, voilà c'est comme ça, et pas autrement. Tac, ouais. Je regarde ce qu'il y a de différent. C'est peut-être des choses, mais là, non. Donc ça, c'est du timecode. Donc oui, c'est bizarre, parce que là, on va quand même regarder la C80, parce qu'il me semble pas qu'on avait... Attends, on a quel niveau là? Accessoires. Donc on est au-dessus d'alimentation. Si, on a quand même le timecode, donc c'est bien ça. On a bien le timecode aussi sur la C80, c'est quand même pas mal. On peut mettre le ISA XLR 2D là-dessus aussi, puisqu'on a la griffe multi-accessoire type comme Sony à peu près. Hop. Donc là-dessus on a une batterie un petit peu plus évoluée, hein, donc on a la 60 au lieu d'avoir la 30, mais ça va aussi avec le style d'enregistrement qu'on est censé faire avec ce type de boîtier. Et puis c'est plus cher en même temps, donc voilà. Et donc la caméra est faite pour, en fonctionnement, marcher jusqu'à 40 degrés. Hein. Je rappelle que ça, c'est calculé que jusqu'à 23 degrés. Donc on a quand même une tolérance qui est un petit peu supérieure sur les caméras cinéma. Et donc là on a des choses un petit peu différentes. Donc enregistrement RAW uniquement disponible via Self-Express. Donc ce que je disais, hop, sur la base d'enregistrement 25p, voilà, débit binaire maximum, non disponible, voilà, c'est la même chose. Voilà. Voilà, donc c'est un peu la même chose. L'alimentation électrique,
disponibles avec les batteries. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un peu l'imitation comme on a sur le R5 Mark II. À savoir que les anciennes batteries ne peuvent pas faire tous les enregistrements qu'on pouvait faire, qu'on peut faire sur les versions N des batteries. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. C'était quand même assez. Donc en fait, c'est des bonnes caméras, mais il y a quand même des choses que je préfère vachement dans mon petit R5 Mark II. Hein. C'est pas dit que un jour je me dise pas, et c'est ça qui est bien, c'est que l'option est là, on a maintenant des très bonnes caméras Canon, ce qui était un petit peu moins le cas avant, qui sont en plein format, ce qui n'était pas le cas avant aussi, et qui peuvent très bien aller comme caméra principale et avoir hop, un truc comme ça en secondaire, ou si on veut faire de l'action, d'avoir ça, qui est bien plus évolué, hein, l'autofocus là-dessus, en photo et surtout en vidéo, est assez fou, et en extérieur vous n'avez jamais de surchauffe là-dessus, même pas un témoin de surchauffe là-dessus. Et du coup, voilà, le fait de ne pas avoir le 120 images par seconde, de ne pas pouvoir faire de speed ramping directement, et d'avoir certaines choses où, tu vois, on a le C-Log de là-dedans, et on a du RAW 60 images par seconde, puisqu'on a le Safe Express de type B, alors que sur la C80, on n'ira pas jusque là, on a quand même un capteur stabilisé, même si on n'a pas les ND, donc c'est déjà quand même plutôt pas mal ce qu'on peut avoir là-dessus. Par contre, on a quand même l'intérêt d'avoir des caméras à capteur fixe, donc sur des gimbals ou vraiment sur des rigs où on est dans des voitures, c'est quand même plus sécurisé et l'image sera plus stable lorsqu'on est sur des caméras type C400 ou C80. Mais voilà, il y a certaines limitations sur chaque caméra. En fait, c'est ça qui va être assez marrant, c'est que si on en prend deux, si on prend un R5 II et une C80 ou une C400, on pourra faire un peu tout ce qu'on veut. Mais si on a une C400 et une C80, on peut pas faire tout ce qu'on veut au final. C'est ça qui est assez étrange, elles se complètent assez bien au final, même si c'est plus un appareil photo, le R5 Mark II. À riguer, il suffit juste d'avoir une cage qui devrait arriver bientôt d'ailleurs, fin septembre, et de mettre des petits accessoires comme j'ai sur mon Lumix S5 Mark IIX, à savoir que j'ai un adaptateur 15 mm et un rail NATO dessus, et je peux le mettre sur un système de cache complet, où j'ai un viseur externe, je peux mettre mon moniteur, enfin plein de trucs, une batterie V-mount, plein de choses assez intéressantes. Et c'est là où la C80, je trouve que, comme je vous l'ai déjà dit, le boîtier est peut-être un petit peu étrange pour s'accorder. Voilà, la C400, c'est vraiment le boîtier le plus intéressant dans le sens où c'est une caméra, vous pourrez riguer ce que vous voulez dessus, avoir vraiment une approche plus cinéma. La C80, c'est un peu entre le boîtier hybride et la caméra, parce qu'elle va avoir la plupart des choses, type ciné, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, sans avoir besoin d'accessoires que vous aurez besoin sur le R5 Mark II, comme ce que je vous ai dit, un boîtier de conversion HDMI vers XLR en 12G que vous voulez pas forcément avoir puisque ça fait des accessoires en plus à mettre sur un R5 Mark II. Mais voilà, la C80 reste quand même beaucoup plus compromise qu'une C400, même si le gros intérêt, et c'est pour ça qu'elle est compromise, c'est de la proposer à 6 000 €, ce qui est vraiment assez génial. Et ce qui est assez génial aussi, c'est que si vous n'avez pas l'argent, vous voulez quand même toutes ces capacités-là, mais que vous n'avez pas de problème avec un capteur comme Super 35, prenez la C70, même s'il faudra faire un petit peu plus attention parce que le boîtier est un petit peu plus fragile. Vous avez quand même les connectiques cinéma dessus, tout ce qui va être régulier comme prise énergétique, avoir la capacité, de mettre ça sur du SDI, d'avoir du XLR, voilà, des choses qu'on n'aurait pas forcément sur un boîtier hybride directement. C'est vraiment très bien. Et il y a aussi, bien sûr, les ND variables, parce que même si je peux faire du speed ramping à 120 images par seconde, et ça aurait été quand même bien qu'à ce moment-là, avec mon 400 mm EF, je puisse avoir des ND, sauf qu'il faut les mettre dans l'objectif, alors que sur une caméra ciné ou sur une caméra audiovisuelle, on a quand même ces ND qu'on peut directement mettre derrière, on a quand même une petite stabilisation qui aurait pu faire un petit peu l'affaire, même si j'aurais été limité à 60 images par seconde pour faire du speed ramping. Donc voilà, c'est des boîtiers qui sont intéressants, mais n'allez pas tous dire, voilà, forcément, ça c'est beaucoup moins bien que ces deux caméras
elles ont chacun un usage, et les évolutions en termes d'autofocus et de format vidéo sur le R5 Mark II sont tellement élevées que même ces petits défauts font que ça reste une super option en termes de caméra B ou de caméra complémentaire à une caméra un petit peu plus type ciné et un plus audiovisuel, on va dire ça comme ça, parce que ciné c'est un petit peu bizarre de dire ça. Et puis voilà, donc moi je vais te laisser là-dessus et te dire salut, à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Peut-être le test, mais j'ai encore plein de choses à faire, même si, voilà, il commence à être bien en tête ce test. Donc salut! Et c'est pas là.